Eh bien, bonjour à tous. Donc, j'espère que vous m'entendez bien, etc. Et on va y aller. Alors, je vais tourner un petit peu le PC pour que ça soit mieux. Hop là. Hop, voilà. Comme ça sera un tout petit peu mieux pour moi et normalement pour vous. So, pour cette semaine, on y va parce qu'on a du pain sur la planche. Alors, attendez, je vais sortir. Je vais nous mettre le pop-up pour que je puisse bien voir vos questions. Hop. Alors, le pop-up, il va être là. Hop là. Salut Altico. Et du coup, on y va. Donc, pour cette hebdo de l'innovation de cette semaine encore un peu compliquée sur les marchés. Donc ça va faire du bien un peu de se donner du baume au cœur en voyant ce que l'humain est capable de faire. Et l'humain est capable de faire d'autres choses que des atrocités en Ukraine et ailleurs dans le monde. Le monde, il est capable de choses merveilleuses, vous le verrez. Cette semaine, on a fait quelque chose d'extraordinaire dans le spatial, vraiment d'extraordinaire. Donc voilà. Comme d'habitude, si vous entendez mal ce genre de choses, vous n'hésitez pas à me le dire. Donc on y va avec la petite réglementation AMF. Donc comme d'habitude, les appréciations formulées reflètent notre opinion à la date de la publication et sont susceptibles d'être révisées ultérieurement. Nous effectuons des recherches méticuleuses pour tous nos articles et recommandations, mais nous ne sommes pas responsables des erreurs ou omissions qui pourraient y figurer. Rappelez-vous que les actions sont spéculatives par nature, n'y investissez pas plus d'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Les performances passées ne reflètent pas forcément les performances à venir. Avant d'investir, nous recommandons à nos lecteurs de consulter un conseiller financier indépendant ou un courtier. Je rajouterai comme d'habitude que comme on est dans un moment où rien ne vaut de l'argent, parce que vous faites de la recherche, ça n'a aucune valeur, vous avez de la part de marché, ça n'a aucune valeur, ce genre de choses. Faites attention, encore une fois, moi ce dont je parle ici, c'est à horizon long terme, c'est de la vraie technologie pour les 10, 15, 20 ans plus tard. Allez pas dire, oh putain, j'ai vu ça, c'est l'avenir, je fais all-in dessus sur une sombre boîte, une sombre SPAC qu'on a trouvé au Nasdaq, et ça va être beau, et le monde il est beau, et tout va bien se passer. Ça va pas bien se passer. Vous risquez de vous faire détruire. Ce qui est intéressant quand même dans cette technologie, c'est que ça vous montre un petit peu ce sur quoi les entreprises réfléchissent, ce sur quoi on pense qu'il va y avoir de la disruption, et ça c'est intéressant pour comprendre les futures problématiques de vos sociétés, ce genre de choses, et se dire le risque de disruption de ma société c'est ça, le risque d'innovation de le potentiel d'innovation de ma société c'est ça apporte ça, voilà. C'est vraiment plutôt une vision macro qu'on vous apporte ici. Donc on commence cette semaine avec IBM qui vise les 4000 qubits en 2025. Donc rappelez-vous, quand on a commencé cet hebdo de l'innovation, c'était il y a 2 ans il me semble, de mémoire, enfin 1 an et demi. IBM passait tout juste les 100 qubits. D'accord? Et c'était il y a 1 an et demi. Ils ont passé les 300, ce genre de choses, on a commencé. Et là, leur but, c'est d'atteindre les 4000 qubits d'ici 2025. Donc ça, c'est quand même massif, parce que ça veut dire que vous allez atteindre un certain niveau de calcul. Alors ça implique de faire beaucoup de choses, de savoir générer des nouveaux softwares pour gérer les erreurs, parce que comme vous le savez, vous suivez cet hebdo depuis assez longtemps, la problématique principale dans le quantum computing, c'est que plus vous faites gros, plus vous faites complexe, plus généralement vous avez un risque d'erreur qui va augmenter. Et forcément en informatique, vous ne pouvez pas vous permettre de vous trimballer un risque d'erreur important. C'est exactement quand on parle de remplacer un radiologue par une IA. Au début, les IA, il y a quelques années, elles avaient des taux de réussite de 80-85%. D'accord? Un radiologue général, d'accord? Donc il y en a des meilleurs, il y en a des moins bons. C'est un taux de réussite entre 75 et 80%. C'est-à-dire quand vous lui montrez quelque chose, il y a 20-25% de chances qu'il ne trouve pas la bonne réponse et qu'il tape à côté. C'est colossal. Mais comme c'est un humain, et comme l'humain est complexe,
Si au lieu de trouver un cancer, il vous a trouvé autre chose, vous n'allez pas forcément lui en vouloir. Une machine, on demande à ce que la machine soit parfaite. Dès que la machine fait une erreur, on lui en veut. Donc c'est un avantage parce que ça pousse les acteurs qui travaillent dans ce domaine-là à être proches de la perfection. C'est un désavantage aussi parce que quand vous avez une intelligence artificielle qui fait 90% de lecture juste, bah, si vous avez que 80% chez les radiologues traditionnels, vous vous dites bah, je peux déjà l'amener sur le marché. Pourtant, personne ne vous dira oui. Parce que ce qu'on demande à une IA pour aller sur le marché, c'est minimum 95% de choses justes, voire 98-99% dans la plupart du temps. Donc, vous voyez un peu, on a un peu digressé, mais ça vous montre un peu la dichotomie entre ce qu'on demande à un homme et ce qu'on demande à une machine. D'accord? Et vous comprenez aussi pourquoi est-ce que les machines sont de plus en plus perfectionnées. Parce que forcément, si vous arrivez à aller jusqu'à 99-98% de réussite sur une machine, vous êtes proche de la perfection. Alors on n'atteint jamais la perfection parce que c'est le Graal que cherche l'humanité, et tant mieux qu'on ne l'attende pas parce qu'on s'emmerderait si on avait de la perfection partout. Mais on en approche le plus possible avec l'informatique. Donc ça, c'est ce que veut faire IBM. Hein. Donc après, la question, c'est comme souvent, est-ce que ce que vous dit IBM là, c'est ils mettent des grandes pompes, ils vous font un beau communiqué de presse, ils nous disent que bah, ils veulent aller là, on les croit, et puis au final, dans 2 ans, ils nous recontacteront en nous disant oh, on s'est planté, on n'y arrivera pas. Comme Tesla avec les voitures autonomes. Bon. Bah, il se trouve que si vous prenez IBM, ça respecte plutôt le cahier des charges. Pourquoi? Parce que là, vous voyez, vous avez le cahier des charges qu'ils ont déployé en 2019. D'accord? Et à chaque fois, ils cochent ce qu'ils ont réussi à faire. D'accord? Donc, 27 qubits, hein, machin. Là, ils sont à 300 et quelques qubits et ils veulent atteindre 433 qubits d'ici la fin de l'année. Vous voyez que déjà, la quick, le runtime et l'algorithme, ils ont atteint ce qu'ils attendaient pour 2020. T2. Il leur manque le dynamic circuit et les 432 qubits pour finir, entre guillemets, la roadmap de 2022. Bon, ça, ils pensent qu'ils vont y arriver. Donc ça, c'est quand même des choses qui sont intéressantes parce que ça vous montre vraiment la vitesse à laquelle ils arrivent à aller. Et quand vous avez dans des R&D, Investor Day, ce genre de choses, donc des journées investisseurs sur la R&D, ce genre de choses, que vous avez des images comme ça et que vous voyez que les choses sont respectées, c'est quand même une très très bonne nouvelle pour nous et ça nous indique quand même qu'il y a des choses. Sachant que, encore une fois, je vous le dis souvent, quand on est en R&D, les premières étapes et les dernières étapes sont les plus compliquées. Les étapes du milieu sont généralement les plus simples. Pourquoi? Parce que les premières étapes, vous êtes au début de la vie de votre technologie, c'est très compliqué de comprendre la technologie et d'arriver à passer les premières étapes. Les dernières étapes, vous êtes tout proche de la commercialisation. Et donc là, il faut qu'en plus, vous sachiez rajouter des nouveautés, comme quoi, par exemple, votre application, elle va être utilisable, qu'elle n'est pas trop complexe, ce genre de choses. Donc il y a beaucoup de choses à rajouter pour atteindre cette étape-là. Bon, vous voyez quand même que pour le moment, ils n'ont pas trop de retard. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. La plupart des acteurs dans le qubit sont en avance sur leur planning ou dans leur planning. Donc ça, c'est intéressant. Ça vous montre que l'idée que la recherche est toujours en retard sur le planning, ce genre de choses, c'est pas forcément vrai. Ça dépend. La plupart du temps, c'est pas la recherche qui est en retard, mais c'est plutôt l'autorisation d'utiliser le produit, on va dire. Dans la santé, généralement, c'est souvent le cas. C'est-à-dire la recherche est déjà prête, le produit est déjà prêt, mais il faut que les instances, que les médecins, ils soient OK pour utiliser le produit, ce genre de choses, etc. Toutes ces choses-là, c'est des considérations un peu plus complexes. D'accord ? On continue aussi cette semaine avec du coup le gouvernement américain qui a mis 3 milliards de dollars pour sécuriser les approvisionnements en batterie. Hein. Donc c'était sur un plan qui avait déjà été voté. Ce qui est intéressant, c'est que le Department of Energy, donc qui gère ce plan, a déjà demandé une rallonge, qui est surtout quelque chose qui est passé dans une loi qui était bipartisane, la loi des infrastructures. Donc ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que démocrates et républicains ont voté cette loi et la rallonge qui est demandée, elle est soutenue par les démocrates et les républicains. Donc ça, c'est intéressant. Ça vous montre qu'il y a quelques notions aux États-Unis sur lesquelles les démocrates, les républicains sont d'accord entre eux. Soutenir l'Ukraine, ça, ils sont tous d'accord. L'armée,
Ils arrivent à être plus ou moins d'accord pour dire qu'il faut qu'ils investissent massivement pour rester devant. Il y a tout ce qui est les batteries, ce genre de choses. Et après, vous avez aussi tout ce qui est l'industrie du semi-conducteur, les nouvelles usines. Ça, c'est entre guillemets les 4 points sur lesquels vous avez une vision qui est bipartisane. Après, vous avez des choses qui commencent à l'être, monter la production pétrolière, ce genre de choses, investir massivement dans la transition énergétique et dans les énergies de substitution. C'est des choses où soit les républicains commencent à faire des efforts, soit les démocrates commencent à faire des efforts. Mais sur beaucoup de choses, on voit quand même quelque chose d'assez intéressant, c'est-à-dire dans une Amérique qui est divisée sur vraiment des sujets de très grande importance pour l'avenir des États-Unis dans les 20, 30, 40 prochaines années, on commence à voir un regroupement entre républicains et démocrates sur des notions clés en se disant là, on n'a pas le droit de se louper. Et il faut qu'on réussisse la chose et il faut qu'on investisse massivement pour réussir cette chose. Et il y a beaucoup de choses qui ont avancé depuis qu'ils ont réussi à faire des efforts ensemble sur l'Ukraine. Et je pense qu'on sous-estime beaucoup l'impact qu'a eu l'Ukraine sur la capacité de mise en branle de la machine US. C'est-à-dire la machine américaine, une fois qu'elle est mise en route, c'est un rouleau compresseur que vous avez en face de vous. S'ils ont réussi à reconstruire l'Europe, à faire ce genre de choses, c'est pas juste parce que c'est des gros qui mangent au McDo et qui s'engueulent pour savoir s'il faut mettre des toilettes pour les transsexuels ou pas. C'est pas que ça les États-Unis. C'est aussi une machine de guerre colossale avec des gens d'une compétence excessivement rare qui est capable d'attirer les talents du monde entier. Et quand cette machine se met en route, au niveau macroéconomique, il se passe quelque chose. C'est encore plus fort que la machine chinoise. Bien plus fort que la machine chinoise. Donc ça, c'est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils avaient déjà travaillé sur la chose. Donc là, vous voyez, c'est les minerais sur lesquels ils vont travailler. Donc vous avez aluminium, antimony, ce genre de choses, arsenic. Donc vous avez des choses, on va dire, très connues comme l'aluminium et des choses beaucoup moins connues comme l'antimony, d'accord? Ce genre de choses. Donc vous voyez, c'est pas que pour les véhicules électriques, hein, loin de là. C'est pour énormément de choses et ça va bien au-delà de la batterie même. Ça va bien au-delà simplement de la batterie. Alors là, le premier package, il va se concentrer sur les minerais qui sont liés à la batterie, d'accord? Mais ils vont faire un package pour ces minerais-là. Donc ils avaient commencé avec 35 minerais en 2018, d'accord? Dont 21 où c'est les Chinois qui ont la main mise sur l'approvisionnement et 14 d'entre eux où les États-Unis ont aucune production locale et dépendent entièrement soit de la Chine, soit d'autres pays, d'accord? Et cette année, ils ont mis à jour la liste. Maintenant, ils ont mis 50 minerais, d'accord? Donc l'augmentation des minerais provient aussi du fait qu'ils ont rajouté certaines terres rares alors qu'avant elles n'y étaient pas, ce genre de choses. Enfin, ils ont rajouté beaucoup de choses. Et ce qui est intéressant, c'est que là-dedans, ils vont se lancer dans un grand chantier. Alors ce grand chantier, c'est quoi? C'est 2 points en gros qui vont beaucoup avancer. Déjà, ils veulent simplifier l'exploitation des minerais aux États-Unis. C'est-à-dire qu'ils veulent faire en sorte qu'il y ait une loi globale au niveau fédéral qui domine toutes les lois locales. Qui fasse que le go-to-market d'une mine aille beaucoup plus vite aux États-Unis. Vous avez une mine qui a profité un peu de ça et de l'apport du gouvernement central. C'est la mine de Thacker Pass dans le Nevada, qui est un bon exemple de ça, mais ils veulent le dupliquer. Donc l'idée, c'est vraiment d'augmenter. Pour que ça soit possible, ce qu'ils veulent, c'est que dans les mêmes lois, il y ait une obligation, par exemple, de remettre à neuf les mines une fois que vous sortez. Donc qui est une idée, en fait, de... on va exploiter beaucoup plus rapidement, ça va donc coûter moins cher parce que ce qui vous coûte cher dans une mine, c'est quoi? C'est fermer la mine. Là, ça va vous coûter plus cher aux États-Unis parce que vous allez devoir la remettre en état correctement. Et c'est ouvrir la mine. Parce que souvent, ouvrir la mine, c'est un très long processus réglementaire qui vous coûte beaucoup d'argent parce que vous allez investir pour détenir le permis minier. Vous allez investir pour avoir le droit de l'exploiter et après, il faut encore construire la mine. Or, vous savez que dès que vous mettez du capex dans une mine, que vous commencez à investir pour détenir les droits de la mine, ces capex que vous avez mis pour détenir les droits, ben, ils ont un coût à long terme. Et ce coût-là, c'est le coût de la mine. Et ce que va essayer de réduire le gouvernement US, c'est les coûts de capital pour ouvrir une mine, d'accord? Et en réduisant ces coûts de capital,
ils espèrent réduire le coût d'extraction des minerais. Donc ça, c'est et pouvoir compenser le fait que fermer la mine soit plus cher, pour avoir quelque chose qui s'équilibre. Alors ils sont aidés là-dedans, dans le fait où, déjà, beaucoup de pays commencent à mettre des obligations où il faut restituer correctement les mines, et beaucoup de pays qui avaient des extractions qui étaient très peu chères, ont des populations qui augmentent leur niveau de vie, donc ont des coûts d'extraction qui commencent à monter. Donc vous avez un système de croisement. Sachant que les Américains, ils veulent faire un truc comme les Australiens, c'est-à-dire avec des trains autonomes, ce genre de choses, et avoir toute une vision où le coût humain de l'ouverture de la mine sera très limité. C'est-à-dire qu'il y aura très peu d'employés dans une mine. D'accord Donc ça, c'est la vision. Et quand je vous dis très peu d'employés sur une mine, quand on regarde un peu ce que dit la DARPA sur les mines autonomes, ce genre de choses, on est de 1 à 1000. C'est-à-dire vous prenez une mine en Afrique, pour 1000 employés qu'il y aurait sur une mine en Afrique, le but de la DARPA, c'est qu'aux États-Unis, on n'en ait qu'un seul. Ça vous montre un petit peu la capacité de gain de productivité qu'on peut faire. C'est vraiment excessivement important. D'accord ? Et l'autre point où ces 3 milliards, ces 3,1 milliards vont aller, d'accord ? C'est sur des partenariats publics-privés pour essayer de développer des substituts. Et là, alors là, ça se grippe surtout sur les batteries, d'accord ? C'est sur ça que ça va se mettre en premier. Des substituts à des minerais qui sont considérés comme rares ou que les États-Unis ne peuvent pas produire en assez grande quantité. Donc par exemple, on a déjà parlé, mais du partenariat entre Nissan et la NASA pour faire des batteries solides. On en a parlé il y a quelques semaines. Donc ça, c'est aussi des endroits où ils vont mettre massivement de l'argent pour essayer de créer des substituts à certaines choses. Donc par exemple, des substituts à l'usage du lithium ou ce genre de choses. Donc ça va être intéressant. Et ça, c'est la première étape. Et leur troisième étape, c'est aussi de créer de plus en plus de nouvelles manières d'aller capter des minerais. Donc on en avait déjà parlé avec la géothermie qui permet de capter des billes de mémoire de lithium, mais il faudrait voir la vidéo, hein, je ne veux pas dire d'erreur, mais je crois que c'est de lithium. Et du coup, l'idée c'est d'aller exploiter ça dans les centrales géothermiques. À l'heure actuelle, c'est pas exploité dans les tubes des centrales géothermiques et ça peut amener de la production. C'est le recyclage, ils veulent massivement investir dans le recyclage, d'accord ? Donc il y a vraiment beaucoup de choses sur lesquelles ils veulent massivement investir pour faire une transition et donc ça c'est quelque chose de très très important. Parce que dites-vous qu'à l'heure actuelle, dans beaucoup de minéraux, quasiment 100% de l'extraction de ce minéraux vient de mines. C'est-à-dire vous n'avez ni de recyclage, ni de on l'obtient d'une manière différente en l'obtenant par exemple, je sais pas, mais par exemple quand vous faites du nucléaire, un dôme nucléaire, vous allez la réaction nucléaire va produire des minerais sur le dôme. De mémoire de l'or ou ce genre de choses. Ça on n'exploite pas. Alors on l'exploite pas parce qu'il y a des résidus radioactifs. Mais imaginons que quelqu'un demain sache exploiter l'or qu'on fait en faisant cette réaction, en enlevant la partie radioactive, ce genre de choses. Au fond, quand on défait une centrale nucléaire, on pourrait récupérer un peu d'or. Alors la question c'est combien par rapport à la consommation mondiale, ce genre de choses. Et là je vous ai pris un exemple totalement extrême, d'accord ? La réutilisation de ce qu'il y a dans un dôme nucléaire, c'est pas pour demain. Mais vous avez beaucoup de réactions chimiques qui vont produire souvent, et de réactions physiques d'ailleurs, pas que chimiques, qui vont produire d'autres choses qu'on n'exploite pas. Et donc ça c'est le but aussi avec la NASA, avec la DARPA et les autres agences, avec cet investissement, c'est d'aller chercher dans cet espace-là. Et ça c'est vraiment des choses très très intéressantes. Et on est vraiment sur des investissements qui sont massifs. 3 milliards, sachant qu'ils demandent une rallonge pour le coût futur. Donc vous rentrez quand même dans des choses... voilà, parce que des fois je sais qu'on est habitué, quand on parle de la transition énergétique, au truc à 100 milliards, 200 milliards. Mais dites-vous que dans l'industrie du recyclage et du métaux, quand vous êtes sur des projets d'investissement de 5-10 milliards purement sur de la recherche académique et sur des proof of concept entre guillemets, donc pas sur de l'industrialisation, hein, parce qu'on n'est pas encore sur de l'industrialisation, c'est quand même des investissements qui commencent déjà à être massifs, d'accord ? Donc ça c'est des choses qui vont être intéressantes et je pense qu'ils vont trouver assez rapidement des capacités. Et le fait qu'ils cherchent aussi à rendre
la création de mines plus simple aux États-Unis. Ça permet de répondre à une problématique de court terme avec quelque chose qui est législatif et de répondre à une problématique de long terme écologique et économique avec de la recherche. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a ces deux points-là dans cette nouvelle ce nouveau financement du département de l'énergie. Et souvent en Europe, nous, ce qui nous manque, c'est souvent ces deux choses-là. C'est-à-dire que par exemple, là, en Europe, on finance beaucoup l'innovation et la transition. Mais par contre, on a du pétrole sous nos pieds, on a du gaz sous nos pieds, on sait que les Russes, on va avoir des problèmes. Au lieu d'exploiter ce qu'on a sous nos pieds et de l'exploiter mieux que ce que font les Russes, avec des contraintes environnementales meilleures, ce genre de choses, on l'exploite pas. D'accord ? Donc ça, c'est ce manque de pragmatisme. Vous l'avez encore aux US, c'est ce qui fait qu'ils sont numéro 1 mondial, et vous l'avez pas encore en Europe. Mais l'avantage, c'est qu'en Europe, il y a encore beaucoup de potentiel où on peut s'améliorer. Et c'est toujours plus simple de s'améliorer quand vous êtes moyen que quand vous êtes meilleur. C'est-à-dire c'est plus difficile pour Cristiano Ronaldo d'améliorer ses capacités sportives de 50% que pour, je sais pas, mais pour Paqueta, quoi. Vous voyez ? C'est plus facile. Alors après, il y a certes la limite, le travail qu'on y met, ce genre de choses. Ça, on est d'accord. On continue aussi cette semaine avec Meta qui construit une nouvelle IA linguistique titanesque. Et surtout qui la donne gratuitement. Et ça, c'est très important parce que j'en ai parlé énormément de fois de ça, en vous disant que ce que les gens ne comprenaient pas aussi dans l'innovation fondamentale qu'on voit à l'heure actuelle dans les GAFAM, c'est la capacité de ce qu'on appelle de l'open innovation, donc d'offrir cette innovation aux autres. Et ça, c'est quelque chose qui est structurel et structurellement nouveau. Alors pourquoi c'est structurel ? Parce que la Silicon Valley, elle est née dans un environnement comment ça s'appelle ? Dans un environnement universitaire avec des gens qui ont fondamentalement pour beaucoup l'envie du partage. Même si vous vous dites Google, ils sont là pour faire de l'argent, Facebook aussi, c'est vrai, mais inconsciemment, dans la tête de des PDG de ces sociétés-là, il y a quand même toujours ce côté un peu le web libre, la défense de la liberté d'expression, ce genre de choses. C'est inconscient. Alors après, vous pouvez dire que Twitter ne respecte pas la liberté d'expression, Facebook, ce genre de choses. On peut rentrer dans des considérations, ça devient très complexe. Qu'est-ce que vous appelez la liberté d'expression ? Où commence votre liberté ? Où s'arrête votre liberté ? Et où commence celle du voisin ? Bon, les trucs, on peut les tourner dans 50 000 sens différents. Donc, c'est un peu compliqué. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, vous êtes sur une IA qui est légèrement plus puissante que celle de GPT-3, d'accord ? Donc, celle d'Elon Musk. Vraiment, l'idée, c'est quoi pour Facebook ? L'idée, c'est de se dire que l'ouvrir, ça va permettre à plein d'autres gens de travailler avec et que du coup, ça va les décharger d'une problématique, c'est-à-dire l'utilisation de cette IA qui pourrait être mise à mal par le fait qu'on pourrait dire « Mais écoutez, je suis discriminé par l'IA de Facebook. » Et comme l'IA est un peu une boîte noire, si vous n'y avez pas accès, si vous ne savez pas comment elle fonctionne, vous pouvez avoir toutes les visions que vous voulez. Vous pouvez dire « Je suis discriminé », comme vous ne savez pas comment ça fonctionne. Par contre, si tout le monde utilise cette IA, parce qu'elle est ouverte, vous pouvez difficilement dire que vous êtes discriminé. Parce que les gens, ils peuvent vérifier si vous l'êtes vraiment. Si l'IA, elle est codée de façon à vous discriminer. Et même chose, si vous êtes un activiste ou ce genre de choses, vous pouvez surveiller du coup l'IA de Facebook. Donc vous pouvez dire, ah bah là, il y a un problème. Là, il y a un truc qui ne marche pas. L'IA, elle est discriminatoire. Ce genre de choses. Et donc, à ce moment-là, vous voyez bien que c'est intéressant pour Facebook. Parce que le fait d'offrir son IA à d'autres, ça lui permet de se sécuriser de certaines choses. D'accord ? Alors, ils sont pas fous non plus chez Facebook. C'est une IA qui est ouverte, mais vous n'avez pas le droit d'en faire une utilisation commerciale, sans l'autorisation de Facebook. Donc vous pouvez faire des projets de recherche, vous pouvez vous ouvrir, mais l'utilisation commerciale, c'est non. Du moins, pour le moment. Alors, ils ont dit qu'ils seraient peut-être ouverts à l'idée de laisser d'autres gens construire des produits à la base de leur IA, mais que c'est pas encore dans ce que l'entreprise recherche, parce qu'elle pense qu'on ne peut pas encore exploiter ces IA-là au niveau commercial. Donc il va falloir voir, mais ça peut aussi être un avantage, parce que si tous les étudiants apprennent à travailler sur l'IA de Facebook quand ils construisent quelque chose autour des langues, et bah du coup, quand ils vont construire un nouveau produit ailleurs, ils vont utiliser ça. Et donc si à chaque fois Facebook obtient un cut parce qu'ils vendent des licences ou ce genre de choses, ça peut ramener beaucoup d'argent. Vous comprenez bien, d'accord ? Et on est toujours un peu
l'ambivalence sur les deux points, d'accord? Mais c'est quand même quelque chose de très très intéressant. En plus, ils donnent leur IA avec vraiment beaucoup de données, hein. Plus de 100 pages, alors tous les rapports de bugs, comment ils ont entraîné l'IA, qu'est-ce que ça a fait, absolument tout ce qu'ils ont identifié à l'époque, d'accord? Donc d'ailleurs, le directeur de l'IA, hein, qui est Joël Pinault, hein, donc encore une fois un francophone, parce qu'il y a beaucoup de francophones dans les sommités de l'IA mondiale, nous pensons profondément que le fait de permettre à des tiers d'examiner votre travail de près est une part importante de la recherche. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Pourquoi est-ce qu'ils veulent aller encore plus vite sur cette IA-là et pourquoi ils se donnent l'opportunité de la donner gratuitement pour aller encore plus vite et faire surveiller cette IA par d'autres? Parce qu'ils veulent l'utiliser de manière très importante dans la modération. Comme ils ont des langues multiples, ils ne peuvent pas se permettre de créer une IA par langue, donc ils veulent faire une IA globale qui va être capable de comprendre toutes les langues, et pour ça ils ont besoin d'avoir des IA linguistiques qui sont très très performantes et qui leur permettent de faire ce contrôle de leur plateforme dans une multitude de langues. Donc c'est quand même intéressant. Et encore une fois, pourquoi est-ce que ça change par rapport aux années 1900, au XXe siècle, ce genre de choses? Parce que quasiment aucune entreprise du XXe siècle ou du XIXe siècle n'offrait une technologie de rupture à ses concurrents, ou même à la recherche académique. C'était extrêmement rare. Vous n'avez jamais vu Ford aller voir les universités et dire notre plateforme technique pour faire les voitures, on vous la donne, vous en faites ce que vous voulez tant que vous ne faites pas des voitures que vous vendez aux particuliers ou aux professionnels. Mais si vous avez envie de vous amuser à faire des nouvelles voitures avec des panneaux solaires dessus et tout, vous avez le droit d'utiliser notre plateforme technologique. Ça s'est jamais vu. Vous avez jamais vu des entreprises comme General Electric, qui était un industriel leader du XXe siècle, euh, ouvrir globalement sa R&D en disant bah voilà, notre R&D elle est comme ça et vous pouvez tout voir dessus et vous pouvez tout utiliser comme vous voulez. Ça se voit pas. Ça, c'est vraiment un truc que vous commencez à voir avec l'émergence des GAFAM, et c'est un truc qui a pris de plus en plus d'importance dans les années 2010, ce genre de choses. Et c'est pour ça aussi que je vous dis qu'il y a quelque chose de différent avec ces nouveaux titans comparé aux anciens titans. Ce qui souvent faisait mourir ces anciens titans, General Electric, etc., c'est qu'au bout d'un moment, ils arrêtaient d'innover. Et donc, à force d'arrêter d'innover, ben, vous avez quelqu'un qui arrive et qui vous disrupte et qui prend votre place. Et en fait, la différence de ces nouveaux titans, Facebook, Google, Microsoft, etc., c'est qu'ils surinnovent et ils offrent beaucoup de leurs produits gratuitement. Et en fait, en faisant ça, ils se mettent en permanence en concurrence. Et ils le savent. Et justement, ils ont envie de cultiver cette concurrence. Pourquoi? Parce qu'ils savent que plus ils vont la cultiver, moins ils vont reposer sur leur laurier, plus ils ont de chances de continuer à être leader très longtemps. Et donc ça, c'est une nouvelle psychologie de ces sociétés-là. Et ça se valorise aussi sur les marchés. Parce que vous êtes moins sur des sociétés qui peuvent se dire, ah tiens, voilà, on va réfléchir en se disant que notre but c'est de faire du cash flow, le cash flow maximum, pour faire rendre les dividendes maximum aux actionnaires, ce genre de choses. Donc ça c'est intéressant. C'est très très intéressant et c'est vraiment une nouveauté dans le cycle économique actuel. Et on continue cette semaine avec quelque chose de magnifique. On en parlait il y a 2 semaines, je crois, ou 3 semaines. C'était Rocket Lab qui voulait récupérer son booster avec un hélicoptère avant même qu'il atteigne le sol. C'est-à-dire, chez SpaceX, vous faites atterrir le booster, d'accord? Là, l'idée de Rocket Lab, c'était de dire notre but va pas de faire atterrir le booster, mais va être d'être capable de le récupérer en plein air avec un hélicoptère, d'accord? Donc, alors, souvenez-vous, il y a 10 ans, les boosters réutilisables, c'était pas possible. Les faire atterrir, c'était pas possible. Et quand Rocket Lab a commencé et a dit qu'ils allaient récupérer en plein vol, tout le monde disait c'était pas possible, hein. Même les mecs de SpaceX, ils disaient c'est des fous, ça marchera jamais. Première fois qu'ils essayent, et ben, je vais vous laisser voir, hein. C'est quand même. Moi, je l'ai vu en direct. C'est fort. Allez, on se retrouve après.
Donc voilà. Donc moi j'ai vu en direct. Donc ils ont été capables, alors moins haut que ce qu'ils avaient prévu. Donc ça a légèrement posé problème. Mais ils ont été capables quand même de récupérer en pleine mer avant que ça touche, qu'elle s'effondre la roquette et qu'elle coule. Ils ont été capables de la récupérer avec un hélicoptère. Alors il y a encore des travaux à faire. Le but est de pouvoir la récupérer beaucoup plus haute pour pouvoir la récupérer en meilleur état. D'accord? Parce que vous aurez moins de frottement, ce genre de choses. Le but est de pouvoir la ramener et la poser le plus délicatement possible. Ce genre de choses. Donc il y a encore beaucoup de choses à travailler. C'est pas un 100% succès, mais c'est la première fois qu'ils le faisaient vraiment avec un hélicoptère en test réel, et ils ont quand même réussi à faire partiellement quelque chose. Enfin, si on vous avait dit il y a 5 ans, il y a des gens aux États-Unis, ils vont envoyer une fusée, qui vont envoyer des satellites, le booster va se détacher, ça va sortir un parachute et ils vont être capables de capter le booster en train qui est en train de descendre avec le parachute avant qu'il se crache et le ramener sur Terre, je pense que vous m'auriez tous dit t'es un fou. D'accord? Et les mecs de Tesla, ils pensaient que les mecs de Rocket Lab, c'était des fous. Et les mecs de Rocket Lab, ils ont réussi à le faire. Ça vous montre encore une chose, c'est que tous ceux qui vous disent c'est impossible, on peut pas le faire, ça marchera jamais, on n'y arrivera pas, y a quand même des limites à la technologie, ce genre de choses. Et j'en ai souvent, hein, sur mes vidéos, j'en vois souvent. Alors, ce qui revient le plus souvent quand on parle de l'énergie, c'est Jean Covici en vous disant on est limité, il y a quand même une ressource énergétique qui est limitée sur la planète, on a des choses qui sont limitées, donc on peut pas faire. L'avantage, c'est que quand on vous dit on peut pas faire, ça limite déjà le champ des possibles, parce que déjà, la seule chose que vous pouvez faire, c'est essayer reculer. D'accord? Mais si quand un enfant commence à marcher et qu'il se casse la figure la première fois, vous lui dites écoute, t'arriveras jamais à marcher, tu peux pas marcher, reste à quatre pattes, aucun de nous marcherait à quatre pattes. Or, aucun de nous marcherait debout, on marcherait à quatre pattes. D'accord? Et si on a réussi à faire ça, c'est parce qu'on a fait des tests, on s'est cassé la figure, ce genre de choses. Donc la technologie, c'est toujours comme ça. Mais vous allez toujours commencer avec des gens qui vont vous dire c'est pas possible, on a essayé, ça marchera pas, voilà, ce genre de choses. Ces rabat-joie, vous les voyez beaucoup, souvent. Malheureusement, de façon trop importante en Europe comparativement aux États-Unis. Mais ça vous montre que quand on veut et quand on se donne les moyens financiers, on y arrive. Donc, on continue cette semaine avec l'hebdo des cryptos, où là, ça va être un petit peu musclé, parce que ça a été une semaine musclée pour les crypto-monnaies, hein. Très très musclé même, pour les crypto-monnaies cette semaine. Vraiment une semaine difficile, on va dire. Enfin, c'est pas on va dire, hein, c'était ce qu'elle était. C'était une semaine très difficile. Donc, on y va. Donc, vous voyez, bah, déjà rien qui monte, à part le maker, et après, c'est des stablecoins, d'accord, donc voilà. Vous voyez que cette semaine, il y a le Terra qui s'est cassé la figure, 97% de baisse. On en avait déjà parlé du Terra. Je vous avais dit que moi, je pensais que c'était un peu dangereux comme crypto, que ça montait vite, mais que c'était dangereux. L'Appcoin qui s'est beaucoup baissé, je vous avais dit aussi. Et la semaine dernière, je vous avais mis en garde contre le step-in, en vous disant que je trouvais que l'écosystème du jeu était quand même pas du tout aussi profonde qu'on pouvait le croire et ce genre de choses. Bah, vous voyez que ça monte la chose, hein. Bah, dès que vous êtes dans une phase de correction, ça corrige fort. Après, vous voyez, vous avez tous les trucs qui ont beaucoup monté. Bon, le Terra USD qui est lié au Luna, ça on en parlera en détail tout à l'heure, hein. Voilà. Après, vous avez le Phantom, le NEM, vous avez Avalanche aussi. Bah, ça, les layers 1 et 2 d'Ethereum ont toujours tendance à répercuter de manière très violente les problématiques des cryptos. Alors je pense qu'en plus, là, pour Avalanche, c'est encore plus le cas dans le sens où sur Avalanche, vous avez eu l'effet Luna, entre guillemets, qui est quand même utilisé dans beaucoup de blockchains défis en collatéral, ce genre de choses. Et comme Avalanche, c'est une blockchain avec beaucoup de défis dessus, de finances décentralisées, etc., il y a sûrement eu un peu des appels de marge croisés qui ont fait que ça a fait baisser un peu Avalanche et ce genre de choses. Voilà. Donc cette semaine, l'adoption, vous voyez, bon, Active Address, vous avez Algorand qui monte beaucoup, mais ça c'est cyclique, hein, chez Algorand. Donc je pense que ça ne veut pas dire grand chose cette semaine. Vous avez toujours Bitcoin et Ethereum qui montent doucement, mais sûrement. Number of Owners,
Ça progresse doucement mais sûrement sur Bitcoin et Ethereum. Voilà. Et le reste, il n'y a que ICPT qui avait fait une très belle semaine les semaines précédentes et qui là se casse la figure. Bitcoin Cash, Ethereum classique qui commence un peu à plafonner, ce genre de choses. Après, les autres sont quand même plutôt toujours dans une phase avec un number of owners qui progresse. Donc ça cautionne toujours le fait qu'il y a des gens qui rentrent dans la crypto, des petits acteurs et qui font des petites adresses avec 10 $, 15 $, 20 $, 100 $, 1000 $, ce genre de choses. Bon, supply free float, on va passer. Transfer value, vous voyez que ça a augmenté sur Bitcoin alors que le daily transfer a diminué, donc ça veut dire que la taille des transferts a un peu augmenté. Après, c'est à la baisse partout. Le volume a plutôt diminué cette semaine sur les cryptos. On était en bear market de façon très très forte. Vous verrez que d'ailleurs c'est normal parce que vous verrez que par exemple Bitcoin, si vous regardez un peu le nombre de personnes qui détiennent du Bitcoin depuis plus d'un an et qui n'ont pas fait de mouvement sur leur Bitcoin, il y a quand même beaucoup de personnes qu'on fait chez qui ça a changé. Donc voilà. Après, il y a eu quoi aussi? Il y a eu l'Algorand où le transfert volume a beaucoup augmenté. Ça va avec les nombres d'actives adresses. Il y a eu de la spéculation, ce genre de choses. Et vous avez le Bitcoin Cash aussi, mais ça, c'est plus léger. Le Dogecoin, c'est toujours selon la spéculation. L'ICPT, ça descend. Et le Litecoin aussi, ça, c'est normal. Parce que quand vous avez les altcoins qui sont un peu dans une saison compliquée, généralement, le volume a tendance à diminuer très fortement sur ces altcoins. Parce que vous avez quand même beaucoup du volume qui est des gens qui achètent et qui vendent dans la journée. Et c'est plus facile de faire du spread quand les coins sont à la hausse et quand vous jouez à la hausse que de le faire à la baisse. Parce qu'à la baisse, souvent, vous jouez avec des effets de levier, ce genre de choses, et ça devient plus dangereux. Au niveau des stablecoins, bah, tout est à la hausse. Hein. La plupart des stablecoins sont à la hausse, sauf l'USDC sur Ether et le Tether sur Omni, avec des number of owners qui diminuent, mais sinon tout est à la hausse. Vous voyez que les transferts value ont beaucoup augmenté. Ça, c'est parce que beaucoup de gens ont décidé d'acheter des stablecoins. Parce que quand vous êtes dans un moment où les altcoins sont mal vus, bah, les acteurs ils vont se réfugier sur le safe haven. Et le safe haven, c'est le dollar en stablecoin sur la blockchain. D'ailleurs, vous voyez que c'est vraiment le dollar qui a drivé parce que le Paxos Gold, vous voyez que ça a diminué de moins 14%. Donc c'est vraiment des gens qui n'ont pas de volonté de s'exposer au dollar pour se hedger contre l'inflation, ce genre de choses, mais qu'on sur le gold pour se hedger sur l'inflation, ce genre de choses, mais c'est des gens qui ont des volontés de s'exposer au dollar pour conserver leur pouvoir d'achat dans les crypto-monnaies et pouvoir après racheter des bitcoins, ce genre de choses. Donc on commence cette semaine avec l'actu de la semaine et notre petit deep dive, le Terra, le Titanic de la blockchain comme on a vu. Alors, vous vous souvenez qu'il y a quelques mois, j'avais déjà parlé du Terra. Et la semaine dernière, on avait fait un focus spécial sur les stablecoins où justement, j'avais assez peu mis le Terra. Et je vous avais expliqué que le stablecoin du Terra, moi, j'y croyais pas beaucoup parce que c'était un peu de l'alchimie complexe. D'accord? Donc, c'est important de comprendre. Pourquoi est-ce que le Terra s'est cassé la figure? Déjà, pour ça, il faut que vous compreniez une chose. Un stablecoin, à l'heure actuelle, dans l'univers des blockchains, ça sert à deux choses. Quand les cryptos descendent, d'accord, ça sert à sécuriser votre capital. Et un autre point, ça sert à faire de la finance décentralisée avec du dollar. Donc c'est-à-dire à prêter des dollars à des gens à l'autre bout de la planète avec des taux qui sont beaucoup plus avantageux que ceux du marché standard. D'accord? Donc le protocole qui marchait beaucoup à travers Terra, c'était un protocole qui s'appelle Anchor. D'accord? Ok, c'est un protocole qui est le protocole de base de la finance décentralisée sur Luna. À une époque, ça représentait quasiment 70% des volumes de l'UST, qui est le stablecoin dollar de Luna. D'accord? Donc ce que vous voyez, c'est, bon là vous avez la TVL aujourd'hui, donc ça sert à rien de regarder cette partie-là. Hein. Ce que vous voyez, c'est que l'API, il était à 19,05. Donc ça veut dire que si vous aviez $1 de stablecoin Luna, un an plus tard, vous auriez 1,19$. C'est beaucoup. 20% sur un stablecoin, c'est beaucoup, c'est même beaucoup, beaucoup trop. Vous voyez que DAI, USDT, USDC, qui sont des stablecoins un peu plus connus chez Curve, ça fait un rendement annuel de 2,29. Donc quand vous avez des pools de liquidité qui vous offrent 20%
et d'autres qui vous en offrent que 2,29%, c'est que c'est compliqué. Et pour que les gens soient rentables en empruntant à ce prix-là, c'est quand même que vous allez prêter à des gens assez chelous, quoi. Parce que je pense que là, si je vous dis je vous prête du dollar à 20%, il n'y a personne qui va signer. Hein. D'accord? Donc ça, c'était important de le savoir. Mais la cupidité dans les cryptos, elle est grande. D'ailleurs, vous voyez que sur l'autre chain qui était sur l'autre service qui était connu, qui s'appelle TorChain, USD Rune et Luna Rune, vous êtes sur des taux qui sont 22,14 et 26,87. Alors après, c'est un peu différent parce que Rune, c'est le token de TorChain. Et comme vous êtes payé en partie en Rune, ils peuvent en émettre à l'infini. Et bon, voilà, c'est un peu plus limité. Et vous avez le risque d'impermanent lose. Ça, j'avais déjà expliqué dans une vidéo. Mais l'impermanent lose, c'est quoi? C'est qu'en fait, quand vous prêtez à un pool de liquidité qui a deux valeurs, il faut toujours que ces deux valeurs soient équilibrées. Donc généralement, quand il y en a une qui baisse, on vend de l'autre token pour racheter le token qui a baissé et pour rééquilibrer la pool. Et on fait comme ça dans le temps. Et en fait, si vous avez un token qui baisse trop par rapport à l'autre, ce qui peut se passer, c'est que vous allez tout le temps racheter le token qui baisse, qui va continuer à baisser. Et du coup, au bout d'un moment, vous avez une pool de très mauvaise qualité et vous faites ce qu'on appelle un impairment loss. D'accord? C'est-à-dire que même avec le taux, vous n'allez pas récupérer cette perte. D'accord? Donc là, vous voyez, c'est des pools et là, c'est des prêts en direct. Quand il n'y a qu'un seul actif, c'est que c'est pas une pool, et quand il y a plusieurs actifs, c'est que c'est une pool, et vous avez un certain équilibre. D'accord? D'ailleurs, vous voyez bien là, hein, chez le Frax, qui a un token qui est un peu différent, que vous trouvez chez Curve et chez Convex, vous voyez que la pool, quand vous rajoutez du Frax, qui a un token un peu plus faible, vous montez à 6,28 et à 3,84, alors que vous êtes à 2,29 si vous mettez que des tokens beaucoup plus solides. Donc voilà. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça décale massivement? Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, quelqu'un a vendu massivement du Terra USD. Donc c'est le token, enfin le stablecoin dollar de la blockchain Luna. D'accord? Donc qu'est-ce qui se passe? En fait, en théorie, quand vous avez un stablecoin, il doit toujours y avoir un équilibre entre l'offre et la demande. Qu'est-ce qui fait cet équilibre? On va prendre l'exemple simple. Vous avez du Circle qui est quasiment à 100% du dollar. Qu'est-ce qui fait l'équilibre de la blockchain Circle? C'est qu'en fait, pour chaque USDC Circle, pour chaque USDC dans le marché, il y a 1 dollar dans une banque. Donc en fait, ce que fait Circle, c'est que quand le prix de son stablecoin descend trop, c'est-à-dire que par exemple, au lieu de valoir 1 dollar, il vaut 0,98. Il y a 2 cents de différence. Et bien là, ce qui se passe, c'est que avec le cash qu'elle a en banque, la société va racheter elle-même des USDC sur le marché pour faire remonter le prix, d'accord, avec ces dollars, et elle va garder la différence. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que vous allez réduire la supply, d'accord, et vous allez rééquilibrer, mais comme vous avez votre collatéral en dollars, vous vous rééquilibrez. Alors, peut toujours y avoir des différences. Pourquoi? Parce que, par exemple, quand vous êtes dans une période de crise, comme maintenant, avec beaucoup de monde qui veut des stablecoins, vous pouvez en émettre trop peu par rapport au dollar que vous avez en banque. Donc, vous n'arrivez plus à en émettre. Donc, il y a des gens qui, au lieu de payer 1 dollar, ils sont prêts à payer 1,01$. D'accord? Donc là, il se passe la même chose. Quand c'est comme ça, la seule chose qui convient de faire pour Circle, c'est de vendre sur le marché des USDC en émettant. Et donc, de récupérer les cryptos, de les vendre et d'aller mettre des dollars en collatéral. D'accord? Donc, cette étape est quand même un peu plus complexe quand vous êtes sur un stablecoin qui dépasse ces 1 dollar. Pour Circle, c'est plus complexe de faire descendre le prix que ce que c'est complexe de le faire remonter. C'est un mécanisme, si vous voulez, le mécanisme il est plus compliqué à la hausse qu'à la baisse. Donc voilà. Donc ce qui s'est passé là, c'est à peu près ça. C'est que le Terra, il a été massivement vendu. Ça a baissé. Il a eu ce qu'on appelle un dépeg. Donc dépeg, c'est-à-dire que vous êtes plus peg à votre dollar. Donc là où avant 1 Terra USD, enfin 1 Terra est égal à 1 USD, là 1 Terra n'était égal que plus 0,72 USD. Donc c'est ce qu'on appelle un dépeg. Donc qu'est-ce que ça fait ça? Ça fait que là, la fondation Terra a été obligée de réagir en disant il faut qu'on fasse remonter. Généralement, ce qu'on s'attend dans une crypto,
dans un stablecoin, c'est que ça remonte très violemment et très rapidement. En fait, c'est remonté que partiellement. D'accord? Et surtout, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que votre événement de liquidité, il est arrivé à 11 p.m. le 10. D'accord? Et à 5 a.m. le 11, il était toujours là. Et en fait, c'est ça qui a posé un problème. Pourquoi? Parce que quand vous faites de la finance décentralisée, vous mettez souvent des actifs en garantie. Et souvent, c'est des stablecoins. Et on part du principe, enfin, vous partez du principe que quand vous mettez un stablecoin en garantie, ce stablecoin, il va garder de sa valeur, donc vous n'allez pas avoir d'appel de marge. Sauf que là, ce qui s'est passé, c'est que dans cette limite de temps, il y a des gens qui ont été mis en appel de marge. Alors souvent, les protocoles, ils vous permettent de répondre à votre appel de marge, mais ils vous donnent un temps limité. Mais comme en plus les cryptos en général étaient dans une vague descendante, et comme la fondation Luna, pour acheter du Terra USD et du Luna, elle a dû vendre d'autres cryptos, comme de l'Ethereum ou du Bitcoin. Elle a fait baisser le prix d'Ethereum et de Bitcoin. Donc elle a créé d'autres liquidations sur d'autres protocoles, en dehors de l'univers Luna, qui ont baissé la valeur d'autres cryptos que vous aviez. Donc vous avez été obligé de répondre à d'autres liquidations sur d'autres blockchains, et en plus il fallait répondre à une grosse liquidation sur la blockchain Luna. Donc en fait, avec le temps, ça a créé une cascade de liquidation qui a mis un peu de temps à se mettre en place, et que vous voyez ici, à 8, enfin entre 5h30 AM et 10h AM, où vous avez eu le point bas, à 0,30 le stablecoin, d'accord? Et donc ça, c'est important de le comprendre. Parce que dans l'univers de la crypto, vous avez quand même beaucoup de personnes qui sont hedgées, et du coup, vous pouvez avoir des cascades de liquidation. C'est moins vrai sur Ethereum et sur Bitcoin, parce qu'on utilise beaucoup moins Ethereum et Bitcoin en collatéral. Pourquoi? Parce que déjà, c'est des grosses valeurs, donc généralement, vous avez des taux de rendement qui sont assez faibles dessus. Vous avez des deltas qui sont très importants, parce que c'est des coins qui peuvent faire 50% à la hausse, 50% à la baisse. Donc quand vous allez essayer de capter un rendement dessus de 2, 3, 4% avec un risque de perte en capital de 50 ou de 30%, bon, généralement, ce que vous faites, c'est plutôt du stacking dessus que de les mettre vraiment dans de la finance décentralisée avec des taux très très élevés. Ça reste assez limité. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est ce principe-là. C'était ce principe-là qui m'avait fait dire que le Luna et l'USD et l'UST, j'aimais pas l'avoir et je voulais pas qu'on en ait. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils vont mint 1 dollar d'USDT, d'accord? Donc c'est un stablecoin qui égale 1 dollar, d'accord? Pour ça, ils vont brûler du Luna. Ils vont acquérir du Luna, ils vont le brûler et ils vont mettre de l'USDT en face, d'accord? Si l'USDT, d'accord, il est au-dessus du PEG, d'accord? Donc il vaut plus que 1 dollar. Il se passe quoi? C'est, ils vont vendre de l'USDT pour acheter du Luna, si c'est au-dessus. Et si c'est below, d'accord, ils vont acheter de l'USDT et ils vont vendre du Luna, d'accord? Et vous essayez de faire votre équilibre en vendant du Luna et en achetant de l'USDT. Et vous faites travailler la chose. Sauf que votre problème, c'est que si votre Luna se casse très violemment la figure et que votre USDT se cache très largement la figure, quand vous en achetez, vous faites une perte sur votre achat en temps réel. Et en plus, il faut vous compenser dans l'autre côté. Donc en fait, ce protocole, quand il y a trop de volatilité, il implose. Parce qu'il y a une incapacité de répondre à la demande. Et ça, c'est ce que vous voyez ici. C'est-à-dire qu'ils ont été capables de la stabiliser, mais pas de le faire revenir très fortement en haut. Et après, ça s'est effondré. Alors, c'est un peu remonté, mais c'est quand même très compliqué. Très, très, très compliqué. Donc, la manière de faire ce système de liquidité croisée entre le Luna et le Terra UST, eh ben, c'est quand même un système qui était très, très, très risqué. D'accord? Et donc, c'est pour ça que moi, je vous disais toujours, faites attention, il ne faut pas être sur ce genre de choses. Et moi, j'aimais pas ça, malgré le fait que ça monte. Et d'ailleurs, j'avais reçu des mails me disant que je comprenais rien, que j'étais qu'un sombre con, que c'était la nouvelle façon de faire du Forex, etc. Bon, j'ai quand même un peu de logique. Quand on émet des choses qu'on n'a pas de collatéral en face, ou que le collatéral, c'est un truc qu'on a émis et à qui on donne de la valeur tout seul, j'appelle ça un système proche de Ponzi quand même. Alors, c'est pas
totalement un Ponzi parce que derrière, quand ils vendent du Luna, ils obtiennent des cryptos, ils peuvent les transformer et donc la fondation Luna, elle a quand même des réserves. Et il y a quand même quelque chose derrière qui vous garantit. Mais c'est pas comme sur Circle avec un USDT est bien égal à 1 dollar dans une banque quelque part dans le monde. D'accord? Où là, vous êtes sûr que vous achetez quelque chose. D'accord? C'est un peu comme si demain, la Banque Centrale Européenne arrive et vous dit vous pouvez acheter un stablecoin euro machin et ça correspond à 1 euro dans mes comptes. Vous êtes sûr que ad vitam aeternam, ça correspondra à 1 euro dans les comptes de la BCE. Sauf si la BCE fait un write-off et dit que bah, pour 1 euro que détenait une personne avant, bah, maintenant ça vaut 0,50 du nouvel euro. Alors voilà, une dévaluation. Mais bon, ça c'est autre chose. D'accord? C'est totalement autre. Mais là, vous voyez que c'est quand même ce qui s'est passé. D'accord? Vous voyez que c'est quelque chose qui est déjà arrivé aussi. Parce que en fin 2021, au mi-2021, il y a eu un dépeg sur le stablecoin de Luna. Il y a eu un dépeg qui a été assez violent. D'ailleurs, qui soutenait un moment où il y avait plusieurs fois du dépeg. D'accord? Et vous en avez encore eu là, du dépeg. D'accord? Donc, ce que je vous avais dit la semaine dernière, pour ceux qui suivent cet hebdo, c'est que quand vous choisissez un stablecoin, ne choisissez jamais un stablecoin qui a eu des dépegs trop violents. Parce que ça, c'est dangereux. Ça peut provoquer une cascade de liquidation sur le marché des cryptos et sur cette crypto-là. Et donc, vous pouvez vous retrouver avec quelque chose, vous pensez que ça vaut 1 dollar, et au final, le marché, vous le valorise 0,85. Et vous ne savez pas s'il a raison ou s'il a tort. Donc, il faut être sur des trucs qui ont vraiment une stabilité très long terme. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Donc faites bien attention. Moi, quelque chose que j'aime beaucoup, parce que je trouve qu'il y a une stabilité de très long terme, c'est l'USDC. Je trouve que la stabilité de très long terme, elle est là. Alors ça garantit rien. Ils peuvent se faire pirater, peut y arriver plein de problèmes. C'est pas sans risque. Il n'y a rien qui est sans risque sur l'univers des cryptos. Mais je trouve que c'était quand même beaucoup plus intéressant que ce qu'on vous propose à droite et à gauche. D'accord? Donc voilà. Et vous voyez que là, c'est ce qui s'est passé sur Onshore. Ce que je vous ai expliqué, c'est que le fait que la valorisation du stablecoin baisse, ça veut dire que ça fait une cascade de liquidation. Donc ceux qui étaient sur Onshore, d'accord, et qui avaient mis en garantie des USDT, d'accord, qui était l'USD de Terra. Et bien qu'est-ce qui s'est passé? Et bien il s'est passé qu'ils ont eu une liquidation qui s'est faite. Et cette liquidation entraînait la liquidation d'autres personnes parce que le prix du Luna a diminué et vous avez une liquidation en chaîne. Et vous passez d'une TVL globale qui était à 22 milliards au pic à une TVL qui va être aux alentours de 2,5 milliards. Donc vous avez divisé par 10 la TVL en quelques heures. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de le comprendre? Parce que déjà vous comprenez ces mécanismes qu'on crée la finance décentralisée de notions d'intertoken. C'est-à-dire que quand un token se casse très violemment la tronche, ça peut avoir des impacts sur les tokens sous-jacents. Surtout quand c'est un top token. C'est-à-dire que si demain le BND se casse la figure parce que Binance est déclaré insolvable ou ce genre de choses, ça va poser de gros problèmes à la crypto. Si c'est, je sais pas, mais mettons, si c'est le BAT de Brave, ça sera nettement moins grave. D'accord? Ce qui est intéressant, c'est quoi aussi? C'est que vous voyez que là, on est sur une liquidation aux alentours de 20 milliards. Un peu moins. 19 milliards. 19,5 on va dire. D'accord? À l'heure actuelle, les cryptos, d'accord, c'est 1,9... c'est 1900 milliards de market cap. D'accord? Donc ça veut dire qu'on a eu une liquidation à hauteur de 1% de ce qu'il y a dans l'univers des cryptos. C'est massif, 1%. Si vous aviez une liquidation, c'est-à-dire que si vous aviez 1% des bons dans un marché qui était considéré à liquider et qui entraînait une cascade de liquidation, on ferait moins 10% sur le marché voilà, en temps réel. Une liquidation d'1% sur un marché qui est colossal, c'est excessivement fort. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que déjà, ça a bien validé ce que je vous disais dans plein de services sur lesquels je suis chez Agora, etc. En vous disant, c'est quand même un peu dangereux en ce moment. Faut plutôt DCA l'Ethereum, le Bitcoin, le BND, enfin des trucs très solides. Pourquoi? Parce que ce que vous voyez, c'est que
ces cryptos-là, c'est les cryptos qui ont moins souffert de cette purge. Donc ça, déjà, c'est intéressant. Ça veut quand même dire que ces grosses cryptos, elles ont quand même tiré parti de cette crise et elles sont quand même beaucoup plus stables. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de me dire, à chaque fois qu'on a une crise dans l'univers des cryptos, on en tire quelque chose et on en bâtit quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est intéressant aussi, parce que si on est capable de repartir plus tard, bah, ça veut dire qu'on a quand même été capable de processer la chose, qu'on a expliqué aux gens qu'il ne fallait pas être trop gourmand, ce genre de choses. Donc on a quand même avancé intellectuellement dans l'univers des cryptos et dans l'éducation des gens et dans la mainstreamisation de cet univers. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Donc moi, je vois pas ça comme un... Alors, à court terme, c'est un événement négatif. À long terme, je vois plutôt le côté positif de cet événement. C'est-à-dire que tout le monde était en train de dire Terra, c'est génial, les mecs, ils sont brillants, c'est des génies, etc. Comme souvent, quand il y a un Ponzi, hein, c'est toujours des génies, les mecs, au début, parce qu'ils font gagner beaucoup d'argent à tout le monde. Et à la fin, c'est toujours des arnaqueurs. Et au milieu, tous ceux qui ont pumpé le truc, ont dit que c'était bien, etc., et qui n'ont rien compris de ce qu'il y avait derrière dans la cale du navire qui faisait avancer le bateau, eux, on leur demande rien. Bon. Déjà, je trouve que, bon, c'est pas ouf. D'accord ? Donc voilà. Donc moi, j'y crois. Je crois que c'est quand même un truc positif. D'accord ? On va voir un peu après ce graphe-là. D'accord ? Pourquoi je crois que c'est positif? Parce que vous voyez que malgré les complexités dans les cryptos, et vous voyez que ce qui s'est passé, c'est qu'en 2017-2018, les gens ont massivement vendu du Bitcoin. C'est-à-dire que les gens qui détenaient du Bitcoin depuis plus d'un an, d'accord, ils étaient moins de 40% en 2018-2017. Donc là, c'est un moment où vous êtes vraiment massivement des gens qui ont peur. D'accord? Des gens qui disent, est-ce que le Bitcoin, ça va continuer à exister? Ce que vous voyez là, en ce moment, c'est que massivement, les gens, ils détiennent du Bitcoin depuis plus d'un an. Quasiment à 60%. 60% des Bitcoins sont détenus depuis plus d'un an. Ça veut dire que les gens, ils ont confiance. Ça veut dire que malgré le mouvement qui est baissier, ils n'ont pas vendu. Alors, vous pouvez voir ça de manière différente. Soit vous vous dites, les gens, ils sont encore aveuglés, donc on est très loin de la capitulation, parce que les gens, ils n'ont pas vendu. Soit vous vous dites, la seule chose que ça veut dire, c'est que ceux qui vendent en ce moment, c'est les traders qui font baisser le prix, mais que ceux qui y croient à long terme, ils sont toujours massivement investis, et même ils investissent de plus en plus. Vous voyez, ça remonte. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Moi, j'ai tendance à dire que plus on va monter avec des gens qui vont détenir le Bitcoin longtemps, moins ça veut dire que la part dans les Bitcoins qui est dédiée à faire du trading, ce genre de choses, va être plus faible. Et je pense que c'est quand même une bonne chose à long terme pour la stabilité du Bitcoin et pour la croissance du Bitcoin à long terme. Donc ça, moi, ça me fait plutôt dire qu'on a quand même du potentiel à la hausse massive que du potentiel à la baisse. Mais vous pouvez le voir des deux façons. C'est une question après métaphysique. Soit vous voyez plutôt le côté positif, soit plutôt le côté négatif. Bon, moi je pense qu'on est vraiment plutôt dans le côté positif. Et ça montre quand même une chose, et ça vous êtes sûr que ça le montre, c'est que les gens, malgré le fait que le cycle il soit pas favorable, ils ont toujours confiance en les cryptos, ils ont toujours envie d'être dans l'univers de ces cryptos-là. Et ça me donne vraiment envie d'y croire. Pourquoi? Parce que quand vous êtes sur une technologie où il faut que les gens ils s'approprient cette technologie, bah, il faut que les gens ils continuent de l'utiliser, il faut que les gens ils continuent de l'aimer. Et donc il faut que les gens ils continuent de détenir l'actif. Si les gens ils s'amusent juste à utiliser votre technologie pour faire du trading ou pour faire quelque chose comme ça, le jour où c'est plus la mode, voilà. Typiquement, c'est l'exemple typique. Les NFT, vous avez des taux de détention à long terme des NFT qui est pourri. C'est des outils de trading les NFT. Et est-ce qu'à long terme, c'est une bonne chose? Bien sûr que non. C'est une très mauvaise chose que les NFT soient des outils de trading. C'est pas comme ça que vous allez créer quelque chose de cette technologie. Même si je pense que la technologie des NFT a de l'avenir, beaucoup d'avenir dans ce que j'appelle comment s'appelle le digital, c'est-à-dire le fait de détenir un actif physique et un actif digital et d'avoir quelque chose qui prouve que vous détenez les deux actifs en même temps. D'accord?
qui prouve que vous le détenez physiquement et de manière digitale. Je pense que les crypto-monnaies, c'est une des, enfin les NFT, c'est une des meilleures technologies pour faire ce genre de choses et garantir ce genre de choses. Au niveau des garanties de traçabilité, etc., les NFT, c'est une super chose aussi. Donc, il y a plein de super choses dans la technologie. Mais je ne crois pas du tout au fait qu'on soit arrivé dans le moment où cette technologie va être utilisée de manière mainstream, quoi. Je pense qu'on est encore au début sur les NFT. Là, ce que nous montre ça, c'est quand même que vous avez beaucoup de gens qui sont confiants à très long terme. On continue cette semaine avec l'hebdo du gaming. Donc on a Ubisoft qui fait bouger son échiquier, donc avec Sandrine Kaloiaro, donc qui va devenir Chief Portfolio Officer, Jean-Michel Détoc qui va devenir Chief Mobile Officer, Frédéric Duguet qui va devenir Chief Corporate Finance Officer, Caroline Janter, Chief Purpose Officer, Cécile Russell, Chief Legal Officer, Martin Schelling, SVP Production et Marie-Sophie Dehaubert, SVP Studio Operation. Donc ça vous montre que là, ils sont en train de remettre tout à plat dans leur échiquier. Alors, ce qui est marrant aussi, et ce qui est intéressant, c'est que les discussions qu'on voit émerger, c'est que de plus en plus de fonds de private equity discutent directement avec la famille Guillemot pour sortir de la cote la société. Vous allez voir que c'est intéressant parce qu'il s'est passé la même chose il y a très peu de temps sur un autre acteur du gaming. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant qu'on a en tête. D'accord. Donc, ils essayent de faire des choses. Ils sont en train de bouger. Ça va faire bondir l'action. Mais voilà. Alors là, j'ai mis un peu ce qui vous montre pourquoi est-ce que je trouve que Ubisoft, c'est pas terrible. D'accord. Vous voyez, Ubisoft, c'est le bleu. Donc vous pouvez me dire, Arthur, les mecs chez Ubisoft, ils sont quand même bons. En 2006, ils étaient là. Maintenant, ils sont ici. C'est quasiment x4. De mémoire, c'est ça, c'est x4,5. C'est quand même vachement bien. Parce que quand tu prends EA, ça fait moins de x2 sur le temps. Donc c'est quand même mieux que EA. Oui. Sauf que c'est plus facile de faire x4 quand vous faites 100 que de faire x4 quand vous faites 1000. Ça, déjà, ça a un impact. Et que quand vous travaillez et que vous appelez EA, vous avez, entre guillemets, des jeux qui sont des jeux répétitifs. D'accord. Bon, les jeux de NFL, les jeux de FIFA. Même si on va parler après de FIFA et du fait que FIFA, c'est bientôt fini. Mais bon, c'est des jeux qui sont répétitifs. Les jeux de sport, vous allez y jouer tout le temps. Les jeux d'Ubisoft et le foot va pas changer. C'est-à-dire que FIFA restera FIFA, quoi. À peu près l'idée. Donc, le business de EA, il est un peu différent. Donc c'est pour ça qu'il faut l'enlever de la comparaison. Par contre, vous avez deux acteurs qui sont intéressants à comparer. C'est quoi? C'est Take-Two et Activision Blizzard. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui sont sur des gros jeux massifs et qui sont intéressants. Donc, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que Take-Two, ils sont sur des jeux massifs et vous voyez qu'ils étaient plus gros qu'Activision Blizzard et plus gros que Ubisoft à l'époque. Ils sont toujours plus gros qu'Ubisoft, mais ils sont beaucoup moins gros qu'Activision Blizzard. Donc ça vous montre que Activision Blizzard, ils ont très très bien exécuté dans le temps. Ils ont été capables de construire les choses. Ils l'ont construit à travers des opérations de fusion-acquisition, à travers des développements de licences comme Call of Duty, ce genre de choses. À travers aussi leur capacité qu'ils ont eu de développer leur licence sur mobile, en gratuit, en payant. Enfin, ils ont été capables d'élargir beaucoup leur audience. Donc ça vous montre un peu l'horizontalisation des marques. Et ça, c'est quelque chose sur lequel Activision Blizzard est très en avance. D'accord? Donc ça vous montre la chose. Ce qui est intéressant quand même, c'est quoi? C'est que si vous regardez, en 2010-2011, Activision Blizzard et Ubisoft, ça faisait quasiment la même chose. D'accord? Quasiment la même chose. Donc ce que vous pouvez dire, c'est que dans les années de 2005 à 2012, vous pouvez dire qu'Ubisoft a mieux exécuté que beaucoup de ses concurrents, sauf Activision. Mais par contre, c'est là que ça va être marrant. Vous prenez ces dernières années. Donc vous allez prendre à partir de 2011-2012. Vous voyez que Activision, bon, ils ont continué à monter. EA, ils ont monté. Pas trop, mais ils ont monté. Et vous voyez que Ubisoft, ils ont monté, mais pas beaucoup non plus. Un peu, mais pas trop non plus. Et par contre, Take-Two, ils ont beaucoup monté. Donc vous voyez qu'après, si vous prenez
depuis 2012, bah en fait, le tableau des scores, il s'inverse. Vous avez toujours premier Activision, mais deuxième, vous commencez à avoir Tech2 et troisième, Ubisoft. Et après, dernier, EA. Mais comme je vous l'ai dit, EA, ils ont vraiment encore une manière de faire qui est à part, des jeux qui sont différents. Enfin, je pense que c'est bien différent, EA. Donc ça, c'est intéressant. Donc ça vous montre pourquoi est-ce que la société est en difficulté, parce que l'exécution des dernières années, elle est quand même pas optimale. C'est-à-dire que là, ils ont été capables de construire des grosses licences, Assassin's Creed, ce genre de choses qu'ils ont lancé dans ces époques-là. Et là, maintenant, ils sont vraiment dans une complexité à lancer des nouvelles licences. Ils ont raté un peu For Honor. Ils ont du mal à pousser les nouvelles licences comme Skull and Bones, ce genre de choses. Donc voilà. Donc, l'action Ubisoft a beaucoup remonté, ce genre de choses. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il commence à y avoir de plus en plus de rumeurs de rachat d'Ubisoft. Parce que quand une société est mal gérée, vous cherchez à la racheter. D'accord? Et à essayer de provoquer des choses. Et il peut se passer la même chose que ce qui s'est passé chez Razer. C'est-à-dire que Razer, vous avez eu une IPO en 2018, le titre a beaucoup baissé, et là, ils vont le sortir de la cote à 2,88. D'accord? Donc c'est 50% plus bas, enfin plus cher que ce que il était au point bas ici, et même beaucoup plus. Non, si c'est. Non, ouais, c'est 50% plus bas qu'ici, et ça doit être 70-80% plus haut qu'ici. Donc 50% plus haut qu'ici, pardon. Mais c'est quand même pas le prix d'introduction, qui était aux alentours de 4. Donc pourquoi est-ce que l'actionnaire fondateur de Razer sort la société du capital, enfin de la bourse de Hong Kong, avec un partenaire de private equity qui s'appelle CVC, donc CVC? Eh ben, c'est parce qu'il trouve que c'est pas valorisé à sa juste valeur. Et ça, vous commencez à avoir de plus en plus de gens. Pourquoi? Parce qu'il dit que les marchés, ils ont un horizon de court terme, que lui, il construit quelque chose à long terme, qu'il veut qu'il y ait une valorisation de long terme pour pouvoir faire des opérations, ce genre de choses. Et il n'a pas tort. Et il n'a pas tort. Et comme je vous l'ai expliqué, les VC, de plus en plus, ils ont des visions, enfin, les private equity, ils ont une vision de très long terme. Et ben en fait, en ayant cette vision de très long terme, en n'ayant pas les problématiques du marché, ils sont capables de donner plus de temps à leurs actifs pour se développer, qui sont moins assujettis aux problématiques de marché, et ça commence à devenir des fortes problématiques, les problématiques de marché pour ces acteurs-là. Donc, ça va être, faites vos jeux, rien ne va plus. Est-ce que Ubisoft va sortir de la cote ou pas? Je pense que déjà, il va falloir que les actionnaires majoritaires s'entendent avec un private equity. Généralement, un private equity, ça adore quand même être sûr que ça va pas perdre de l'argent. Donc soit ça met des clauses pour être sûr que si l'entreprise perd de la valeur, ça va récupérer le gros de la valeur et ça va pas perdre trop d'argent. Soit ça essaye d'avoir le contrôle opérationnel des opérations. Or, ce que veulent pas faire les guillemots, c'est ça. D'accord? Je pense aussi que s'ils vont chez un private equity, on leur demandera beaucoup plus de comptes et surtout on leur demandera de sortir des jeux beaucoup plus efficacement, ce genre de choses, et il y aura beaucoup plus de contrôle. Alors que c'est vrai que la bourse, bah, vous êtes sanctionné, mais il n'y a pas de gens en opérationnel qui peuvent vous dire oh écoutez, c'est quoi ces conneries, ça fait 2 fois que le jeu il est en retard, maintenant on va prendre les rênes du studio, on va rentrer dans la gestion au jour le jour des opérations, et les conneries c'est fini parce qu'on a mis de l'argent et on veut pas en perdre. D'accord? Donc ça c'est quand même un avantage du private equity, c'est que les firmes de private equity, elles sont capables de s'impliquer dans la société. Alors, ça a un avantage et un inconvénient, parce que vous pouvez avoir une firme des private equity qui s'implique dans la société et qui fait tout exploser. On a vu ça plein de fois. Parce que la gestion d'entreprise, c'est pas une science exacte. Donc là, ils vous le montrent. Hein. Donc ils vont faire une valorisation de la compagnie à 3,17 milliards de dollars. Avec CVC Capital Partner, ce genre de choses, etc. Les revenus, ils sont en hausse, hein, de 33% à 1,6 milliard. Ils vont sûrement être un peu en baisse cette année. Donc ils payent en gros 2 fois le chiffre d'affaires pour sortir ça de la cote. Donc c'est quand même bien payé. Vous voyez quand même que c'est une entreprise qui se développe dans le temps. Razer, hein, vous êtes quand même dans une forte croissance, avec un branding qui s'installe, ce genre de choses. Donc c'est aussi pour ça que Private Equity il achète la marque, parce qu'il pense qu'il y a une potentialité d'amener
à 3, 4 milliards de chiffre d'affaires en faisant des acquisitions, ce genre de choses, et donc de construire un groupe qui peut valoir beaucoup plus et qui peut faire de la synergie, ce genre de choses, et donc augmenter très massivement son net income. On continue cette semaine avec EA et FIFA qui divorcent, d'accord. Donc l'idée derrière ce divorce, c'est quoi? C'est que FIFA est devenu beaucoup trop greedy, d'accord. Donc il faut savoir que sur 10 ans, FIFA a rapporté 20 milliards à EA, que chaque année pour sortir FIFA, EA paye 150 millions à la FIFA, et la FIFA a demandé à ce que ça double, voire légèrement que ça double. Il semble que la proposition initiale de la FIFA, c'était 500 millions par an. Donc quand vous faites le calcul, si vous vendez 20 milliards sur 20 ans, on va dire sur 10 ans, d'accord? On va prendre un cycle plus court, sur 10 ans. Vous vendez 2 milliards par an. Ça m'étonnerait que FIFA vende 2 milliards par an. Mais bon, on va être gentil avec la FIFA. D'accord? Vous vendez 2 milliards par an. Ça veut dire que vous donnez 25% de votre revenu à la FIFA. Sachant que il faut payer le développement, la commerciale, le marketing, le ceci, le cela. Il faut aussi payer tous les autres acteurs que vous ne payez pas et qui ne sont pas payés par la FIFA. Les ligues locales, les machins, les trucs, les bidules, les chouettes. Donc ça devenait tout simplement plus intéressant pour EA de mettre le terme FIFA devant. Parce que même à 300 millions, si vous pensez que vous vendez, allez, on va dire 1,5 milliard par an, vous donnez 10% de votre revenu à la FIFA. C'est beaucoup trop. Même c'est plus que 10%, c'est plutôt aux alentours de 20. Donc c'est beaucoup trop. D'accord. Donc ça, c'est pour ça qu'ils divorcent. Ce qui est marrant dans le divorce quand même, c'est comment ça se fait. Donc forcément, la FIFA qui a des casseroles au cul vous explique que les gens, ils n'ont Dieu que par la FIFA et que par le fait qu'ils peuvent jouer les Coupes du Monde, parce que les Coupes du Monde, c'est si magnifique, la Coupe du Monde ceci, ce genre de choses. Donc ça, vous avez ce que vous dit Infantino. Ce qui est intéressant, c'est pourquoi est-ce que la FIFA a demandé à avoir des ronds. Parce qu'il faut savoir que Infantino, il est élu par un collège de beaucoup. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que la FIFA cherche absolument à avoir du capital. Pourquoi? Parce qu'elle veut donner de plus en plus aux fédérations qui sont des petites fédérations. Pourquoi? Pour que Infantino s'assure le vote de ces fédérations-là, que ces fédérations gagnent beaucoup d'argent et qu'elles aient pouvoir d'investir dans le foot local. Vérité, est-ce qu'elles investissent réellement dans le foot local quand vous regardez les fédérations africaines et sud-américaines, etc. C'est avant tout un sacré panier de crabes. Mais plus il y a d'argent, plus vous pouvez mettre de crabes dans le panier. Donc plus ça avantage tout le monde. D'accord? Sauf que les gens, ce qui les intéresse quand ils achètent FIFA, c'est quoi? C'est les ligues locales. La L1, la ligue anglaise, la ligue espagnole, ce genre de choses. D'accord? Et ça, c'est pas des ligues qui sont détenues par la FIFA. C'est des ligues qui sont détenues par l'UEFA et par les ligues locales. Et donc, vous voyez, là, vous avez l'autre commentaire. Donc, il y a des long partenaires qui vont continuer. Première ligue, d'accord? Les ligues, plusieurs ligues d'Europe, d'Amérique du Sud, les ligues espagnoles, ce genre de choses. Pourquoi? Parce qu'entre les fédérations et les ligues, souvent, ils sont pas copains. Pourquoi? Parce que les ligues, elles sont souvent détenues par les clubs et les fédérations par les apparatchiks locaux. Les joueurs, les amateurs, ce genre de choses. Et il y en a, ils font du business et les autres, ils font de la politique. Généralement, les deux choses ne sont pas les mêmes. Même si les présidents de clubs font aussi de la politique. Mais bon, voilà, vous comprenez bien que c'est quand même deux choses un peu différentes. Donc c'est quand même une bonne chose pour FIFA, pourquoi? Et c'est quand même une bonne chose pour EA, pourquoi? Parce qu'ils vont s'économiser 150 millions, qu'ils vont pouvoir mettre dans d'autres partenaires. À mon avis, ça leur coûtera pas 150 millions, donc à la fin, ils vont quand même faire des économies. Et à la fin, il va leur manquer quoi? La Coupe du Monde. Bon, les gens qui jouent la Coupe du Monde sur FIFA, ils sont pas nombreux. Ce que les gens, ils aiment, c'est le mode en ligne, c'est avoir les joueurs. Donc ils ont déjà dit qu'ils avaient négocié pour avoir dans le futur EA Sport Club, EA Sport FC Club, qui va être le futur nom de FIFA. Ils ont déjà négocié pour avoir 19 000 joueurs différents. Donc bon, ça fait quand même large. Et les principales ligues. Donc moi je pense que pour EA il y a assez peu de risques. Pour FIFA il y a beaucoup de risques de perdre de l'argent. 150 millions c'est quand même pas négligeable. Donc ça va être problématique. Après
la FIFA nous explique qu'elle va faire un jeu concurrent. Alors, j'attends de voir le concurrent qui va sortir le jeu. Parce que quand déjà vous allez investir 150 millions, voire plus, parce que ce que voulait la FIFA, c'était plutôt 300 millions, voire 350 millions. Quand vous allez devoir mettre 350 millions sur la table pour récupérer une licence, pour faire un jeu de foot, sachant que vous n'avez jamais lancé de jeu de foot et que vous ne pourrez peut-être pas avoir les licences sur les clubs comme Real de Madrid, etc., ni sur les joueurs comme Mbappé, etc., est-ce que vous allez réussir? Ça paraît un peu compliqué quand même. Vous vous lancez dans un grand chantier. Donc moi je pense que stratégiquement c'est un bon choix de la part d'IA. Ça montre que structurellement, là où était il y a 10 ou 15 ans, la force elle était chez FIFA et ils en ont bien profité pour faire monter les prix petit à petit. Parce qu'au tout début il me semble que EA payait moins de 10 millions pour avoir la licence. Donc c'est vous dire la progression qu'il y a eu pour la FIFA sur 20 ans. Hein. Ça veut dire que le coût du sponsoring, enfin le coût de la licence a augmenté quasiment de x15 au minima, enfin même de plus que x15, hein, x20, x30, si vous êtes sur les derniers barèmes que voulait la FIFA. Donc, bon, voilà. Je pense que le risque est plutôt du côté de la FIFA que du côté d'IA. C'est d'ailleurs pour ça que EA n'a pas vu son prix trop redescendre. Ce qui est intéressant, c'est que ça vous montre que quand vous détenez une licence, il faut toujours faire attention à votre partenaire, parce que le jour où votre partenaire devient plus gros que vous, ou aussi gros que vous, il peut toujours dire bah, écoute, je veux plus de ta licence, je vais me débrouiller tout seul. Et t'inquiète, ça va marcher. Et voilà. Et à l'heure actuelle, comme dans le jeu de foot, il y a FIFA et très très loin PES. C'est un peu compliqué. Et je doute que l'éditeur de PES soit prêt à aller mettre 300 millions pour obtenir la licence FIFA. On continue aussi dans Parlons Gaming cette semaine, donc avec Turtle Beach qui cherche des acheteurs pour se vendre. Donc ça c'est dans les périphériques. Donc c'est le même secteur que comment s'appelle que Razer. Et récemment il y a Corsair Gaming qui s'est vendu. Donc voilà, c'est un secteur qui bouge de manière très très importante. En France, vous avez Guillemot Corporation qui est dans ce secteur-là, des accessoires. Un peu Nacon avec sa branche accessoires. Et une toute petite société qui s'appelle Inelec, qui est aussi un petit peu là-dedans, avec une marque bas de gamme. Enfin, pas bas de gamme, low cost, on va dire. La marque Konix. D'accord. Vous avez Sonic 2 qui fait le meilleur box-office de tous les temps, avec 331 millions de dollars au box-office pour le film 2, qui est supérieur aux 319 millions de dollars de ce qu'avait fait le précédent Sonic, sachant que le box-office n'est pas fini pour Sonic 2, d'accord? Donc ça veut dire qu'ils peuvent potentiellement atteindre 400, 450 peut-être. 450 c'est peut-être ambitieux. Mais ils peuvent réussir peut-être à atteindre les 350, à mon avis, ça c'est possible. Même peut-être les 400, c'est peut-être possible. Donc ça vous montre l'importance d'une licence et la force que ça donne quand même à votre film. On va continuer avec les résultats de cette semaine. Donc on a Bandai Namco qui a publié un bénéfice d'exploitation en hausse de 48% à 963 millions de dollars. Le chiffre d'affaires il est en hausse de 20%. À 8,8 milliards de dollars. D'accord. Ça s'explique par le succès en partie de Elden Ring. D'accord, qui s'est vendu à 12 millions d'exemplaires dans le monde en mars 2022. Donc ça, voilà. Vous avez Roblox aussi qui a publié. Donc eux, ils ont déclaré des revenus en hausse de 39% en glissement annuel à 537 millions de dollars. D'accord. Le nombre d'utilisateurs, il a augmenté de 28% à 54,1 millions de dollars. Les heures jouées ont augmenté de 22% à 11,8 milliards. D'accord. Et par contre, les réservations ont baissé de 3% à 631,2 millions de dollars. Et les réservations par acheteur, enfin par utilisateur quotidien de l'application sont passées de 11,67 dollars contre avant 15,48. Donc qu'est-ce qui a fait beaucoup de mal à la société? C'est justement ces deux informations-là. Hein. La baisse de la réservation. Pourquoi? Parce que généralement la réservation, c'est le chiffre d'affaires du prochain trimestre. Donc quand en quarter over quarter, vous commencez à avoir des baisses,
c'est pas bon signe pour la croissance future de la société. Et vous avez aussi la dépense par utilisateur actif journalièrement qui a perdu 4 $. Et donc ça veut dire que vous avez une forte décroissance de la monétisation par utilisateur. Et ça, c'est une très très mauvaise nouvelle sur Roblox. Vous avez EA aussi qui a publié donc un chiffre d'affaires en hausse de 24% pour atteindre 5 milliards de dollars et un bénéfice qui a diminué de 5% à 789 millions de dollars. D'accord. Les réservations sur 12 mois, elles ont augmenté de 21% à 7,25 milliards de dollars. Bon, pour l'ensemble de l'année, les ventes de jeux ont augmenté de 25% à 2 milliards de dollars, tandis que les ventes de revenus et de services directs ont augmenté de 24% à 5 milliards de dollars. Pour l'année en cours, EA prévoit des revenus en légère hausse, d'accord, entre 7,6 et 7,8 milliards de dollars, et des réservations entre 7,9 et 8,1. Vous avez Zynga qui fait l'objet d'une acquisition de Take-Two, enfin d'un rachat par Take-Two qui a publié aussi. Donc les revenus, ils sont à 691 millions de dollars sur le trimestre, en hausse de 2%, d'accord. Et les réservations, elles sont à 695 millions de dollars, en baisse de 3%. Donc c'est quand même quelque chose que Take-Two a payé cher. Vous avez Nintendo. Les ventes sont en nette baisse de 3,6% à 13,1 milliards de dollars. Le bénéfice est stable à 3,7 milliards de dollars. Ce qui a baissé le chiffre d'affaires, c'est les 23,06 millions de Switch vendus, soit une baisse de 20% par rapport à l'année dernière. Avant tout, ça a été ciblé par... ça a été une problématique qui a été engendrée par le fait que les composants sont devenus rares et donc il y a du mal à répondre à la demande de la part de Nintendo. Après, Nintendo a été avantagé par le mix produit, c'est-à-dire il y a de plus en plus de dépenses en ligne sur la plateforme de la Switch, d'accord. Et ça, c'est des dépenses qui sont plus rémunératrices en résultat net pour Nintendo. Parce que quand vous vendez du hardware, forcément, vous faites moins de rentabilité que quand vous vendez de la cosmétique dans un jeu ou ce genre de choses. Vous avez Sony aussi qui a publié. Donc les résultats d'exploitation et des services et des jeux sont stables, mais devraient baisser en cours de 2023 à cause de l'acquisition de Bungie qui fait moins de résultats d'exploitation que Sony. La PS5 a été livrée à 11,5 millions d'unités, ce qui porte le total des ventes à 19,3 millions d'unités depuis le lancement. Les titres PlayStation ont été vendus à 43,9 millions d'exemplaires sur les 303,2 millions d'unités vendues au total sur PS4 et PS5. Donc ça veut dire que les exclusivités font quasiment 15% des ventes de la PlayStation. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, c'est des assez bonnes ventes. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le lien en dessous. Et je vais prendre vos questions maintenant, et voilà. Alors, bonjour Arthur, que penses-tu de l'IPO de Deezer? C'est beaucoup trop cher. En fait, à nombre d'utilisateurs abonnés payants, vous payez 2 fois plus cher que ce que vous payez pour Spotify. Moi, je préfère acheter du plus gros. Sachant que ça veut dire que tous les abonnés gratuits de Spotify, on vous les offre. Enfin, c'est beaucoup trop cher. C'est aussi pour ça que la baisse des valorisations des techs à l'heure actuelle fait quelque chose aussi d'important, c'est que leurs concurrents commencent à être moins valorisés aussi, et donc ça veut dire que si vous achetez un mec qui est leader sur son marché, si lui-même est moins valorisé, ses concurrents sont moins valorisés, et au bout d'un moment, si sa valorisation diminue trop, la valorisation de leurs concurrents commence à diminuer trop, et après vous n'avez plus d'intérêt à rentrer dans le marché et à venir concurrencer le leader, parce qu'en fait la valorisation est tellement basse que le coût en capital que ça va être pour rattraper le leader est quasiment équivalent à sa market cap. D'accord? Et donc vous n'avez plus qu'un seul intérêt, c'est acheter des actions du leader. Si vous croyez au secteur. Et c'est plus d'essayer de venir le disrupter. Connais-tu la société Upstart qui a chuté suite à ses résultats? Oui, je connais. C'est une société qui fait du screening de situations financières pour des prêts. Et en fait, ce qui a fait chuter beaucoup Upstart il y a quelques jours, c'est que c'est une plateforme qui, de base,
qu'est-ce qu'elle fait? Elle propose aux banques de faire du screening à la place des solutions de credit scoring habituelles qui sont faites par IA et qui ont des taux d'approbation des crédits qui sont plus élevés, sans augmenter trop fortement le risque. D'accord? C'est juste la manière de screener va être différente et elle est jugée plus efficace. La problématique, c'est que pour que ça ait du sens, en fait, Upstart se plug à certains services, d'accord? Et quand vous voulez acheter une voiture ou ce genre de choses, on vous dit, tiens, tu veux acheter une voiture, t'as pas d'argent, demande à Upstart de te prêter de l'argent. Et Upstart met en place sa plateforme, vous faites une demande, elle va vous crédit scorer, et à la fin, après ce crédit scoring, elle va vous offrir une note, un taux, et elle va vous proposer votre profil à ses banques partenaires. D'accord? Donc le but de Upstart, c'est quoi? C'est d'avoir une multitude de banques partenaires et une multitude d'acteurs qui vendent des produits et des services sur lesquels vous pourriez vous endetter pour acheter ces produits et ces services. Et eux, ils font la liaison entre les deux en faisant le scoring au milieu pour maximiser les ventes du vendeur et maximiser le retour sur investissement du prêteur. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'en fait, au Q1, ils ont eu un tel volume que les banques partenaires n'ont pas été capables de répondre à l'offre. Et donc, en fait, ce qu'a fait Upstart, c'est qu'elle a utilisé son propre cash pour prêter à d'autres. Et ça a été très mal vu par le marché parce que les gens considèrent que si les banques n'ont pas voulu prêter, c'est que les dossiers n'étaient pas assez solides. Donc, Upstart se met en risque de non-paiement de ses dettes et donc que ça diminue son cash. Voilà. C'est ça qui a un peu déplu chez Upstart. Si les taux remontent de 3% pour limiter l'inflation, quel serait l'impact pour les groupes technologiques en Europe? C'est difficile à dire. Ça dépend de chaque groupe. Ça dépend de leur exposition à la dette, ça dépend de est-ce qu'ils sont rentables, est-ce qu'ils ne sont pas rentables, ça dépend de est-ce que c'est un marché monopolistique ou pas, ça dépend. Aucune idée, Altico. À part jouer directement la hausse de l'huile. Mais attention parce que des fois vous voulez jouer ça et c'est ni le producteur ni le vendeur qui en profite. Enfin ni le grossiste qui en profite. C'est-à-dire que vous pourriez me dire je vais acheter des actions de Le Sueur parce qu'ils font de l'huile et du coup ils vont être gagnants. C'est pas dit. Parce que le gagnant ça peut être l'agriculteur et le gagnant ça peut être la grande surface qui voit qu'il y a de la demande et qui se permet d'augmenter les prix. C'est très difficile de savoir qui va être le gagnant et qui va être le perdant. Et des fois, vous avez un qui va être le gagnant au début, puis en fait sa marge elle va partir à celui d'après, puis elle repart à celui d'après, parce que vous avez à chaque fois des concurrences. Et si un de vos concurrents sait que vous faites 50% de marge, quand il va vouloir recommander chez vous, il va dire oh, écoute, tu fais 50% de marge, en ce moment c'est compliqué pour tout le monde, donc au lieu de faire 50, tu vas accepter de faire 25 pour que moi je puisse faire de la marge. Et voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Excusez-moi. Y a pas d'autres questions? Bon bah du coup on va conclure là. Hop. Donc je vous souhaite une bonne soirée. Comme d'habitude, n'oubliez pas que pour vos questions, si vous avez des choses que vous n'avez pas compris en relisant le slide ou vous voulez pouvoir pousser un peu plus loin ce genre de choses, vous pouvez les envoyer à la-rédaction-tech@publication-agora. Je vous l'ai mis dans le chat. Vous avez notre chaîne YouTube. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à partager les vidéos. Et vous avez notre site internet. Je vous ai mis le lien aussi. Vous n'hésitez pas à liker et à partager aussi. Voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch pour être prévenu à chaque fois qu'il y a un live. Vous pouvez aussi partager la chaîne Twitch, ce genre de choses. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et je vous dis, pour ceux qui sont membres de l'Elephant Investing Club, à vendredi. Et pour les autres, à la semaine prochaine.